les mécanismes psychopathologiques. Nous l'avons vu en introduction, un grand nombre de courants idéologiques ont traversé l'histoire de la psychiatrie, et chacun de ces courants a apporté sa vision sur les mécanismes en cause dans l'apparition des troubles psychiques. Donc nous avons le modèle analytique, le modèle humaniste, le modèle cognitiviste, le modèle comportementaliste, le modèle systémique, le modèle neurobiologique. Donc on va commencer par le modèle analytique. Les troubles psychiques ont une origine développementale. En effet, c'est durant sa petite enfance qu'un sujet voit sa personnalité se structurer et qu'il construit sa capacité à gérer ses tensions internes ainsi que son rapport au monde. C'est donc également au décours des événements de son histoire que pourront se constituer les différents états pathologiques. Ces états apparaissent chez un sujet dont la souffrance due à une gestion inadéquate et inconsciente de ses tensions internes devient trop importante. Donc la souffrance devient trop importante. Cette souffrance ne lui permet alors plus de s'investir de façon satisfaisante dans sa vie sociale, affective et professionnelle. Dans la psychose, l'appareil à penser, entre guillemets, du sujet est déficient et cela provoque chez lui une altération de la perception, de l'altérité et de la réalité, et cela s'exprime sous la forme d'un délire. Dans la névrose, la symptomatologie du sujet correspond à l'expression d'un conflit inconscient en lien avec les événements signifiants de son histoire de vie. Après le modèle analytique, le modèle humaniste. Donc on a vu le modèle analytique, maintenant le modèle humaniste. Les troubles psychiques résultent d'un désaccord fondamental entre ce qu'une personne vit, pense et ressent de façon spontanée et les normes qu'elle s'impose afin d'être considérée par son entourage. Donc selon le modèle humaniste, les troubles psychiques résultent d'un désaccord fondamental entre ce qu'une personne vit, pense et ressent de façon spontanée et les normes qu'elle s'impose afin d'être considérée par son entourage. L'être humain contient en lui des potentialités permettant une croissance saine et créatrice. Il possède une tendance innée à actualiser ses potentialités et à les développer. Cependant, pour qu'il puisse croître de façon pleine, son environnement doit répondre à ses besoins. Un contexte social de relations positives et acceptantes, c'est-à-dire dépourvu de menaces vis-à-vis de lui et de l'image qu'il se fait de lui-même, entre parenthèses estime de soi, lui est nécessaire. Pour qu'un enfant développe une image de lui-même positive, il a donc besoin de se sentir considéré par ses personnes de référence, ses parents, ses professeurs, etc. Si l'environnement dans lequel il vit ne répond pas de manière adéquate à ses besoins de considération personnelle, il perd alors sa liberté expérientielle et se coupe peu à peu de ce qu'il vit, pense et ressent, de façon spontanée. Au fur et à mesure qu'il devient adulte, pour défendre son moi contre les visions péjoratives qui le menacent, il développe une tendance à intégrer comme siennes les normes extérieures qui lui sont présentées et à percevoir ses expériences de vie de manière sélective, en fonction de ce qu'il pense devoir faire pour être considéré. C'est ce désaccord intérieur fondamental, c'est-à-dire le fait qu'il devienne peu à peu comme étranger à lui-même, qui signe l'état pathologique. Donc, c'est ce désaccord intérieur fondamental, c'est-à-dire le fait que l'individu, le sujet, devient peu à peu comme étranger à lui-même, qui signe l'état pathologique. Axel a 8 ans.
Axel a 8 ans et c'est un enfant sensible et rêveur. Son père le critique fortement à chaque fois qu'il se montre ému devant la souffrance d'un animal ou d'une personne, disant « Tu n'es qu'une mauviette. Un homme c'est fort, ça ne pleure pas. » Mais qui est-ce qui m'a fichu un fils pareil? En grandissant, Axel fait de son mieux pour faire preuve de force, pour ne plus se montrer sensible, et au final, il devient un adulte complètement coupé de sa sensibilité. Il traverse régulièrement des moments de mal-être qu'il a du mal à s'expliquer. Axel vit sous l'influence des normes paternelles qui sont opposées à celles de sa nature profonde. Il vit donc un désaccord intérieur fondamental dont il n'est absolument pas conscient. Le fait de vivre ces tensions internes et continues peut l'amener peu à peu à développer un état pathologique, entre parenthèses, dépression, troubles anxieux, etc. Donc après le modèle analytique, on a vu le modèle humaniste et maintenant le modèle cognitiviste. Donc les mécanismes psychopathologiques selon le modèle cognitiviste. Les états pathologiques apparaissent quand il y a une trop grande distorsion entre les schémas de pensée développés par une personne et la réalité. Donc distorsion entre les schémas de pensée développés par une personne et la réalité. L'individu mobilise en permanence ses processus de pensée et de raisonnement afin de s'adapter aux circonstances de sa vie. Cette adaptation résulte d'interactions permanentes entre les pensées, les émotions et les comportements mobilisés par la situation vécue. En fonction de son éducation, de la pression familiale et de ses apprentissages sociaux, la personne se forge une vision du monde, des autres et d'elle-même. Et c'est la nature de ces croyances que l'on nomme schéma de pensée. Et c'est la nature de ces croyances que l'on nomme schéma de pensée. Et ces schémas de pensée vont conditionner les modalités d'adaptation d'une personne au monde qui l'entoure. Pour se faire une représentation d'une situation vécue, le système de pensée d'un individu, son système cognitif, traite donc, dans un même temps, 3 types d'informations. Les informations personnelles et environnementales, les informations actuelles et les informations qui sont stockées dans sa mémoire. De façon permanente, l'être humain est audombré par des pensées automatiques en lien avec sa vision du monde, qui influencent son comportement. Celui-ci n'étant alors plus forcément adapté aux circonstances. Des processus cognitifs guident son raisonnement, l'amenant à privilégier certains événements à d'autres. Certains aspects de la situation peuvent être amplifiés, dramatisés, minimisés, banalisés ou négligés, en fonction de paramètres extraits du contexte. Donc certains aspects de la situation peuvent être amplifiés, dramatisés, minimisés, banalisés ou négligés en fonction de paramètres extraits du contexte. Quand ces schémas de pensée deviennent trop rigides, la souffrance apparaît. Le voisin de M. Marchal a fait du bruit la veille au soir à l'occasion d'une fête. Quand il croise M. Marchal dans les escaliers, il lui sourit machinalement en lui disant bonjour. M. Marchal ne supporte pas ce sourire et il interpelle le sourieur en lui demandant si ça l'amuse de se moquer de lui après avoir fait la foire toute la nuit. Le voisin, stupéfait, n'ose pas répondre tant le ton de M. Marchal est agressif. En arrivant au bureau, ce dernier remarque que ses collègues arborent eux aussi un sourire. Sourire qu'il pense ironique, en le regardant. Cette moquerie collective le met en colère et il menace ses collègues de se plaindre à la direction s'ils n'arrêtent pas de se foutre de lui. Il prend la direction du bureau de son supérieur pour se plaindre, mais au moment où il le croise dans le couloir,
celui-ci lui fait aussi un sourire. Cette fois-ci, c'en est de trop. Monsieur Marshall empoigne son chef par le col et le gifle pour lui apprendre à respecter les autres. Un peu plus tard, le PDG de son entreprise le somme de s'expliquer sur son acte et lui demande de s'excuser auprès de son supérieur. Mais monsieur Marshall refuse et répond « J'ai bien compris votre petit manège, vous êtes de mèche, avec tous ceux qui se fichent de moi, mais vous allez voir, je ne vais pas me laisser faire. » Et monsieur Marshall sort en claquant la porte. Point. Donc monsieur Marshall sort en claquant la porte. Donc le soir même, il allume un incendie dans les sous-sols de l'immeuble de son lieu de travail. Les fonctions cognitives de monsieur Marshall fonctionnent bien. Il perçoit correctement les stimuli en provenance de son environnement et raisonne de manière logique à partir de l'interprétation qu'il fait de ces stimuli. En fait, c'est l'interprétation qu'il fait de ces éléments issus de son environnement qui est fausse. Il prend pour moquerie des sourires qui ne sont que sympathie ou tout simplement bienséance. Cette interprétation, de type paranoïaque, est la signature d'un état pathologique. Après le modèle analytique, le modèle humaniste, le modèle cognitiviste, on arrive au modèle comportementaliste. Les états pathologiques sont le résultat d'un apprentissage inadéquat, et c'est l'environnement dans lequel évolue l'individu qui le conditionne à développer des comportements réflexes en inadéquation avec les situations qu'il vit. Selon ce modèle, l'homme n'est pas tributaire de son inconscient. Tous ses comportements sont acquis selon les lois de l'apprentissage, et ses processus émotionnels et biologiques, entre parenthèses, notamment les hormones, y sont reliés. Donc selon ce modèle, l'homme n'est pas tributaire de son inconscient, tous ses comportements sont acquis selon les lois de l'apprentissage, et ses processus émotionnels et biologiques y sont reliés. Ces comportements, à force de se répéter, deviennent des réflexes conditionnés, qui surgissent automatiquement au décours des situations de vie. Ils relèvent de la pathologie quand ils sont inadaptés à la vie menée par la personne. Donc, après le modèle analytique, humaniste, cognitiviste, comportementaliste, on arrive au modèle systémique. Selon le modèle systémique, c'est le dysfonctionnement du système familial qui est la cause de l'évolution pathologique de l'un de ses membres. En fait, c'est le contexte dans lequel l'individu évolue qui est essentiel. La famille constituant un système compétent pour trouver des solutions et inventer de nouvelles modalités communicationnelles satisfaisantes. Celle-ci est partie prenante d'un contexte socio-culturel tout en étant dotée d'une certaine autonomie et d'un style propre formé par des modalités d'interaction issues de l'histoire commune. Une pathologie émergeant chez l'un des membres de la famille est révélatrice d'un système relationnel dysfonctionnel. Laurent a 18 ans. Il est hospitalisé en psychiatrie pour des troubles du comportement, des vols et de l'auto-agressivité. Sa mère le désigne comme étant le fou de la famille. Elle explique au psychiatre qu'elle a été obligée de l'emmener en consultation pédopsychiatrique dès ses 8 ans. Interrogée sur l'origine des troubles de son fils, elle explique aussitôt « Il est né coiffé et ma mère a eu très peur en l'apprenant. Elle m'a dit que tous les enfants nés coiffés dans la famille sont devenus fous. Les 2 sœurs aînées de Laurent le maltraitent et son père l'ignore, se noyant dans le travail. Le psychiatre systémicien propose à la famille des séances de travail. Pour le psychiatre systémicien, souffrance et symptômes sont à comprendre comme des modalités d'expression de l'aberration des relations au sein de la famille.
Donc pour le psychiatre systémicien, souffrance et symptômes sont à comprendre comme des modalités d'expression de l'aberration des relations au sein de la famille. La souffrance personnelle du porteur du symptôme n'étant que le résultat du système relationnel dysfonctionnel de la famille. Dans cet exemple, il apparaît évident que la souffrance générée par la grand-mère de Laurent à l'annonce du fait qu'il soit né entouré de sa poche amniotique, je vais y arriver. Donc dans cet exemple, il apparaît évident que la souffrance générée chez la grand-mère de Laurent à l'annonce du fait qu'il soit né entouré de sa poche amniotique, entre parenthèses nez coiffé, a eu un fort impact sur les relations parents-enfants dans la famille. Et enfin, le dernier modèle, après le modèle analytique, le modèle humaniste, le modèle cognitiviste, le modèle comportementaliste et le modèle systémique, le modèle neurobiologique. Donc selon le modèle neurobiologique, les pathologies ont une origine organique et ce sont les neuromédiateurs régulant l'influx nerveux à l'intérieur des synapses qui sont à l'origine des étapes pathologiques.